notamment grâce aux notions vues précédemment, c'est-à-dire les réactions d'oxydoréduction et les potentiels de réduction. Nous verrons ici comment il est d'abord possible de construire des demi-piles, puis de les relier afin de construire une pile fonctionnelle. Nous verrons également des piles moins classiques selon la définition du chimiste, en mélangeant différentes substances, et nous déterminerons dans quel sens le courant passe, s'il passe. Nous commencerons par un résumé de la théorie que vous avez dans votre cahier et nous continuerons par des exemples pratiques de résolution d'exercices. Il est possible d'utiliser les transferts d'électrons qui ont lieu lors d'une réaction d'oxydoréduction pour créer du courant électrique. En l'occurrence, pour cela, ce qu'il nous faut, c'est séparer le site de l'oxydation, qu'on appellera alors l'anode, du site de la réduction, qu'on appellera alors cathode. En l'occurrence, on forcera à ce moment-là les électrons à passer du site de l'oxydation vers le site de la réduction, de façon à engendrer un courant électrique. L'exemple que vous avez ici sous les yeux est un exemple historique qu'on appelle la pile Daniel, qui est basée sur les couples zinc plus 2, zinc et cuivre plus 2, cuivre, où en l'occurrence le zinc s'oxyde et donne ses électrons. Donc l'anode de zinc va être gentiment grignotée, ce zinc métallique étant transformé petit à petit en zinc ionique, donc dissous dans l'eau, tandis que de l'autre côté, eh bien, nous avons du cuivre de plus qui lui se trouve en solution, qui va se déposer sur une électrode en cuivre qui elle va grossir. Les électrons, eux, vont devoir donc passer du zinc qui donne ces électrons vers le cuivre qui reçoit des électrons. Cela signifie que on va voir ici à l'anode du zinc 0 disparaître et du zinc de plus apparaître. Ça veut dire qu'on va avoir une surcharge en ions positifs dans ce bac et qu'il va être de plus en plus difficile de piquer des électrons puisque on a déjà des charges positives et il va être plus difficile d'en créer. De même, de l'autre côté, vu qu'on amène des électrons, eh bien on a les Cu2+, qui disparaissent et qui se transforment petit à petit en Cu+. Ça veut dire que les NO3- qui étaient présents en solution deviennent ici en excès. Si on ne relie pas ces deux bacs autrement que par le fil électrique, eh bien la réaction ne se fera pas parce que très rapidement on va avoir trop de charge moins à la cathode et trop de charge plus à l'anode. Pour que la réaction puisse se faire correctement, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un pont salin qui est ici et qui sert à transférer des ions de façon à rééquilibrer les charges. Ainsi, dans un pont salin, on peut utiliser par exemple un gel qui va laisser se déplacer les ions doucement et qu'on va saturer en l'occurrence en ions, de façon à ce que les Na+, qui sont proches de la cathode, eh bien, vont se déplacer vers la cathode de façon à compenser les NO3- qui sont en trop grande quantité, et les NO3- qui sont dans le pont salin, eh bien eux vont se déplacer vers la cathode, vers l'anode, pardon, de façon à compenser les charges des Zn de plus. Ici on a mis Na+, NO3-, c'est égal, il faut juste des ions qui se déplacent assez facilement, si possible qu'ils soient pas trop hydratés, de façon à avoir une mobilité assez importante. Aux conditions standards, c'est-à-dire à 1 molaire pour les solutions et 1 atmosphère si on utilise des gaz, eh bien le potentiel de la pile correspondra au potentiel de la cathode, qui est le site de la réduction, moins le potentiel de l'anode, qui est le site de l'oxydation. En l'occurrence, dans notre cas, nous voyons que le zinc a un potentiel de moins 0,76 et que le cuivre a un potentiel de 0,34. Donc la cathode 0,34 volts moins l'anode qui est de moins 0,76. Si on additionne les deux,
du coup 0,34 plus 0,76, on arrive à 1,10 volts aux conditions standards. Nous avons exploré jusqu'à maintenant les réactions spontanées, en l'occurrence chercher des potentiels positifs de piles de façon à observer des réactions qui sont spontanées. Il faut savoir toutefois que les réactions inverses aux réactions d'oxydoréduction spontanée peuvent avoir lieu. Si les réactions d'oxydoréduction spontanée créent du courant électrique, les réactions qui ne sont pas spontanées peuvent être provoquées en faisant passer un courant électrique et on appelle cela des électrolyses. En l'occurrence, c'est une réaction qui est intéressante notamment pour les batteries rechargeables puisque une pile va fournir de l'énergie. Si je donne maintenant de l'énergie sous forme de courant électrique à ma batterie, elle va se recharger et elle pourra ensuite refournir le courant électrique. Et on voit maintenant que se recharger, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire passer les électrons non pas dans le sens spontané, mais dans le sens non spontané, donc de recréer les substances de départ de la pile pour pouvoir à nouveau les utiliser. Le phénomène de l'électrolyse est également utilisé pour transformer les minerais qui contiennent des ions en leurs métaux. Par exemple, on extrait l'aluminium de la bauxite, mais dans la bauxite, l'aluminium se trouve sous la forme Al3+, c'est-à-dire sous forme de ion. Si on veut obtenir de l'aluminium métallique, eh bien, il suffit de faire passer un courant électrique dans cette bauxite pour pouvoir redonner des électrons à l'aluminium 3+, et créer de l'aluminium 0. Ces procédés sont très coûteux en énergie. On les utilise aussi d'ailleurs pour plaquer des bijoux. On utilise un bijou en métal peu noble comme support et puis on le trempe par exemple dans une solution d'or sous forme ionique et en faisant passer un courant électrique, et bien de l'or sous forme métallique se dépose sur l'électrode. On propose ici de dessiner une pile formée de deux couples, Ag plus Ag et Cu2 plus Cu+, puis de calculer le potentiel qui sera lu si on travaille aux conditions standards. Alors, première chose, il s'agit ici d'une pile très classique puisque nous avons affaire à deux couples Oxred et donc nous sommes certains que cette pile pourra fonctionner puisque soit le Ag+ devient Ag et le Cu+ devient Cu2+, soit le Ag devient Ag+ et le Cu2+ devient Cu+. Mais dans tous les cas, on est sûr que cette pile pourra fonctionner. Pour former une pile, nous avons besoin de deux bacs séparés avec deux électrodes reliées par un fil électrique. Le but de la pile étant de faire la réduction dans le bac que nous appellerons la cathode et l'oxydation dans le bac que nous appellerons l'anode, et de forcer les électrons à passer par ce fil électrique. Dans le couple Ag plus Ag, nous avons un métal, l'argent, qui va donc pouvoir servir d'électrode. Et puis nous avons des ions Ag+, vu qu'il s'agit d'ions, ils doivent être en solution. Dans le couple Cu2 plus Cu, nous avons ici deux ions, c'est-à-dire que nos deux ions vont devoir se trouver en solution. Cela signifie qu'aucun des deux ne pourra servir d'électrode. Il faudra donc rajouter un métal pour former l'électrode. En l'occurrence, on choisit généralement le platine étant relativement inerte, mais nous le vérifierons sur la table des potentiels. Alors la table des potentiels nous permet de placer l'argent, ainsi que le cuivre de plus avec le cuivre, ainsi que le platine que nous avons utilisé comme électrode inerte. Le platine, nous n'avons que la version solide. Si on regarde ici ce qui va se passer, eh bien nous avons de l'argent
plus et de l'argent 0, du cuivre de plus et du cuivre en plus. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que notre argent plus va devenir de l'argent 0, il y aura une réduction, c'est un plus haut potentiel de réduction que le cuivre plus qui deviendra du cuivre de plus. Cela signifie qu'en fait, dans notre pile, on n'aurait pas eu besoin de mettre de l'argent, on aurait pu mettre aussi une électrode inerte et on n'aurait pas eu besoin de mettre du cuivre de plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'argent plus va réagir avec le cuivre plus pour donner du Cu de plus et de l'argent moins. Nous pouvons donc résumer sous chacun des bacs ce qui se passe. L'argent plus gagne un électron et devient Ag0, subit la réduction et on appellera cette électrode la cathode. Tandis que dans l'autre bac, le Cu+ perd un électron et devient du Cu de plus, subit l'oxydation et l'électrode plongée dans ce bac sera appelée l'anode. Il manque encore un élément essentiel ici, en l'occurrence le pont salin. En effet, les électrons vont transiter de l'anode à la cathode. Cela signifie qu'on va se retrouver avec tout d'un coup énormément de charges négatives à la cathode et très peu de charges négatives à l'anode. Alors ce qui va se passer, c'est que les Ag+ et les Cu2+, ils ont été dissous précédemment, donc ils étaient fournis avec d'autres ions négatifs, peut-être par exemple des Cl-, pourquoi pas. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que de ce côté, on aura des Cl- qui vont repousser les charges qui sont en train d'arriver, et puis de ce côté, on n'aura plus envie de laisser partir les Cl- parce qu'on en manquera, en l'occurrence, on aura créé trop de charges positives en créant des Cu de plus. On a un pont salin, les ions de ceux qui sont contenus dans celui-ci pourront se déplacer pour compenser ces charges et pour permettre à la pile de fonctionner correctement. Dans cet exercice, on nous demande si les piles suivantes sont fonctionnelles. Donc première chose, nous voyons que chaque exercice est concerné par du fer, des chlorures et puis des H+, des H2. Donc nous allons chercher ces substances dans le tableau des potentiels. Nous trouvons donc le fer avec le fer de plus à un potentiel de moins 0,41. L'hydrogène avec le H2 à un potentiel de 0. Et puis les chlorures à un potentiel de 1,36. Si on regarde bien au niveau des chlorures, nous n'avons que des chlorures, alors que dans le cas du fer, nous avons du fer de plus et du fer 0, et que dans le cas de l'hydrogène, nous avons du H+ et du H2. Ce qu'on voit ici, c'est que les chlorures ne vont pas rentrer en jeu, mais que par contre les H+ vont être capables de se transformer en H2, et que le fer 0 sera capable de se transformer en Fe2+. Maintenant, si on observe les différents modèles de piles qui sont proposés, le premier a clairement un problème ici, c'est qu'il n'a pas de pont salin. Or, si on a dans le bac de gauche du fer qui s'oxyde en fer de plus et dans le bac de droite de l'hydrogène plus qui se réduit en H2, cela signifie que nous avons des électrons qui vont de l'anode à la cathode. Et donc, de fait, que nous allons avoir tout d'un coup trop de charges négatives amenées vers la cathode et qu'il va falloir compenser ces charges négatives. Si on ne les compense pas, au bout d'un moment, les électrons ne vont plus être d'accord d'aller dans ce bac qui sera chargé négativement, parce que eux-mêmes sont négatifs, ils seront repoussés. Donc, il nous faut un pont salin qui contienne des ions, en l'occurrence dans un gel, par exemple des Na+ et des Cl- qui vont aller compenser les charges qui seront déplacées par les électrons. La première pile n'est donc pas fonctionnelle puisqu'elle manque de pont salin. La seconde pile n'est pas fonctionnelle non plus parce que les H+ vont réagir avec le fer et en l'occurrence dans cette pile-là, ils sont dans le même bac. Cela signifie que l'oxydation et la réduction vont se faire directement sur l'anode de fer sans passer par le fil électrique et que donc nous ne créons pas de courant électrique, nous n'avons pas affaire à une pile. Le dernier cas correspond à la première pile une fois qu'on a ajouté le pont salin, donc il sera fonctionnel. On peut, si les concentrations en FeCl2 et en HCl sont de 1 molaire, déterminer le potentiel de cette pile. En l'occurrence, il s'agit du potentiel de réduction, c'est-à-dire 0 volts, moins le potentiel de l'oxydation, c'est-à-dire moins 0,41 volts, soit
un potentiel de 0,41 volts pour cette pile aux conditions standards.